Hello! Bienvenue sur Entrepreneur Crossing, un petit îlot de liberté pour les femmes qui veulent comprendre, expérimenter et trouver l'inspiration pour vivre leur meilleure vie d'entrepreneur. Je suis Caroline Imbert et une fois par semaine, nous explorons les différentes pratiques, théories et questions qui vont t'aider à développer sereinement un business qui te ressemble. Et pour la dose d'inspiration, j'invite une fois par mois une entrepreneure à partager ses propres trucs et astuces. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Et bonjour, je suis très contente de te retrouver à nouveau sur le podcast Entrepreneur Crossing pour te parler d'un sujet que je trouve absolument passionnant, mais surtout qui peut changer la façon dont tu gères ton business. Il s'agit de l'économie comportementale. Alors, je suis d'accord, de prime abord, on dirait un mot un peu barbare, mais tu vas voir, on va y aller en douceur. Alors, c'est quoi l'économie comportementale ? C'est l'étude du comportement humain dans les situations économiques. Et l'un de ses objectifs, c'est d'expliquer pourquoi, dans certaines situations, les gens adoptent un comportement qui peut sembler non rationnel, c'est-à-dire contraire à ce que prédirait la fameuse théorie de l'homo economicus, qui stipule que l'être humain prend des décisions rationnelles. C'est totalement faux. L'économie comportementale, elle s'intéresse à la manière dont notre cerveau fonctionne et prend des décisions pour mieux comprendre les raisons de nos choix en matière d'achat, de consommation, d'investissement et j'en passe. Pourquoi est-ce que ça peut t'intéresser, toi qui es entrepreneuse ? Tout simplement parce que comprendre les mécanismes du comportement humain, ça peut t'aider à mieux cibler tes clients, à adapter tes prix, à améliorer ta communication, à fidéliser tes clients aussi, bref, à mieux gérer ton business en te basant sur des éléments concrets et scientifiques. Et ça, ici, on aime! Dans cet épisode, on va voir ensemble comment tu peux appliquer les découvertes de l'économie comportementale dans ton quotidien d'entrepreneuse avec quelques exemples concrets et des conseils pratiques. De mon côté, j'ai découvert cette discipline passionnante grâce à un épisode TED, une vidéo TED de Dan Ariely, qui est chercheur en économie comportementale, et la vidéo s'appelle « Are we in control of our own decisions ?» Donc si je traduis, contrôlons-nous nos propres décisions. Et je te mets le lien de cette vidéo en commentaire, elle est absolument fascinante, elle date de 2008, mais elle n'a pas pris une ride et elle a été vue plus de 8 millions de fois. Dedans, il parle notamment d'un exemple fascinant qui concerne les dons d'organes dans les pays européens. Et donc je te conseille de prendre 15 minutes pour aller regarder cette vidéo qui est sous-titrée, je le précise. Alors, est-ce que tu es prête à explorer les tréfonds de ton cerveau pour mieux développer ton business ? C'est parti ! Alors, l'économie comportementale, c'est une branche de l'économie qui étudie les comportements humains dans le domaine économique. Ça, on l'a déjà dit. Donc, elle s'intéresse aux raisons pour lesquelles tu prends telle ou telle décision économique en tenant compte de ta psychologie, de tes émotions et de tes heuristiques et biais cognitifs. Maintenant, je vais te parler plus précisément des biais cognitifs dont je t'ai déjà parlé dans l'épisode 10 d'Entrepreneur Crossing. C'est quoi un biais cognitif ? Avant de te parler de biais, il faut que tu saches que chaque jour, on prend tout un tas de décisions de manière quasi automatique. Par exemple, si tu conduis une voiture depuis quelques années, tu vas automatiquement mettre ta ceinture, insérer et tourner la clé dans le démarreur, enlever le frein à main, mettre ton clignotant, regarder dans le rétroviseur si tu peux déboîter, etc. Et quand tu conduis, si tu vois les feux stop de la voiture de devant s'allumer et que tu perçois que la voiture freine, tu vas freiner tout de suite, de manière automatique. Mais si tu te souviens bien, lorsque tu commençais à conduire, toutes ces petites actions te demandaient pas mal de réflexion et d'énergie. Moi, quand j'ai commencé à conduire, au bout de 10 minutes, j'étais au fond du seau, j'avais plus d'énergie, ma journée était terminée. Alors que maintenant, je peux conduire des heures sans aucun souci. Et ça, en fait, ça s'applique à un millier de choses dans ton quotidien. C'est des micro-décisions qui sont prises de manière quasi automatique, c'est-à-dire sans passer par la case de « je réfléchis pour savoir si vraiment je dois faire ou penser ça ». Et en fait, toutes ces micro-décisions, ça s'appelle des heuristiques. Et heureusement qu'elles existent, parce qu'elles nous permettent de gagner beaucoup de temps et de l'énergie au quotidien, et même en fait, tout simplement, elles nous permettent de vivre ces heuristiques. Par contre, quand il y a des loupés dans les heuristiques, on appelle ça des biais cognitifs.
Il s'agit, un biais cognitif, d'une distorsion de notre perception de la réalité qui nous amène à prendre des décisions qui sont pas forcément rationnelles. Les biais cognitifs, ils peuvent être dus à des facteurs tels que notre état émotionnel, notre expérience passée ou encore notre contexte de prise de décision. En économie comportementale, les biais cognitifs les plus courants sont hyper nombreux, mais je vais en sélectionner quelques-uns pour cet épisode. Tout d'abord, il y a l'effet de surconfiance, aussi appelé effet Dunning-Kruger, qui se traduit par une confiance excessive en tes propres capacités et une tendance à sous-estimer les risques. Et je crois qu'on peut dire que créer une entreprise, c'est quelque chose de très risqué. Donc, la plupart des entrepreneurs comme nous, on a certainement fait preuve d'un peu de surconfiance lorsqu'on s'est lancé dans cette super aventure. De même, lorsque j'ai décidé de lancer ma première formation, en mode formation finalisée, avec un produit qui était pas tout petit, mais pas énorme non plus, je pense pouvoir dire que j'ai fait preuve d'un peu de surconfiance. Ça m'a amené à aller jusqu'au bout et à ne pas atteindre mes objectifs de vente. Et d'autres éléments sont bien sûr entrés en ligne de compte, mais je me disais que si d'autres l'avaient fait, je pouvais le faire, alors que j'avais jamais travaillé dans le domaine de la formation en ligne. Donc ça, voilà, je pense que c'est une bonne illustration du biais de surconfiance. Il y a également un autre biais qu'on étudie beaucoup dans l'économie comportementale, c'est l'effet d'ancrage. Et lui, il se produit quand on accorde trop d'importance à une information initiale, même si elle est erronée ou peu pertinente. La parfaite illustration du biais d'ancrage, c'est le prix initial d'une formation ou d'un service sur une page de vente que tu vas voir en premier. Et après, tu as la mention, par exemple, avec tout ce que cette formation contient, elle vaut tant, mais si tu prends telle formule, je te fais 95% de réduction, et du coup, tu as le prix initial qui est barré avec un nouveau prix. T'as beau savoir que c'est du bullshit, que le prix initial, c'est certainement pas le prix auquel aurait été vendue cette formation, mais n'empêche que tu vas voir la réduction, tu vas voir le prix initial, et ton cerveau, automatiquement, il va se dire que c'est une sacrée bonne affaire. Et même si tu me dis que non, ça n'a aucune importance pour toi, sache qu'il y a des expériences qui ont été faites, alors pas sur ce cas exactement, mais il y a des expériences beaucoup d'expériences sur le biais d'ancrage qui ont été faites, et je t'assure que ça a un impact. Après, bien sûr, on peut essayer de raisonner ce premier impact, de prendre de la distance, de prendre du temps pour réfléchir, de mettre en place des process de décision qui font que on va pas être trop impacté par ce biais d'ancrage, mais n'empêche que automatiquement, tu vas être impacté. Troisième biais cognitif dont on parle pas mal, c'est l'effet de confirmation, le biais de confirmation, qui consiste à chercher des informations qui confirment nos croyances préexistantes et à ignorer les informations qui les contredisent. Donc ça peut amener les entrepreneuses à prendre des décisions basées sur des préjugés plutôt que sur des faits, et de chercher des confirmations de leurs préjugés initiaux et de se complaire dans cette croyance qui va peut-être porter préjudice à leur business. Donc si je te donne un exemple, si une entrepreneuse te dit qu'il faut absolument poster sur LinkedIn pour trouver des clients, et que toi, cette entrepreneuse, tu l'admires, voilà. Il y a un autre biais qui va rentrer en ligne de compte, c'est l'effet de halo. Ça va te pousser à la croire. Et ensuite, à chaque fois que tu vas entendre un entrepreneur tenir un propos qui vient confirmer cette donnée, tu vas le garder bien en tête. Par contre, tu vas vite passer sur les personnes qui parleront d'un autre réseau que tu connais ni d'Ève ni d'Adam et qui te disent que peut-être que LinkedIn, c'est pas le réseau le plus pertinent. Tu vas te dire, ok, mais en fait, c'est pas vraiment, quoi. Et tu vas finir par renforcer cette croyance, en ne prenant que les témoignages qui vont venir corroborer cette croyance. Alors, attention, c'est pas nécessairement faux. LinkedIn est peut-être le réseau qu'il te faut, ça dépend de ta cible et de la manière dont tu communiques. Mais la manière dont je t'ai raconté ce petit cas, là t'es en plein dans un biais de confirmation. Pour le confirmer ou l'invalider, moi ce que je te conseille c'est de faire tes propres recherches et de comparer les différents réseaux pour ensuite avoir une vision d'ensemble et prendre une décision qui sera plus argumentée. Et de faire ça avec un petit peu tout. Maintenant qu'on a identifié ces biais cognitifs, comment est-ce qu'on peut faire pour les éviter ? Je t'ai donné quelques pistes, mais en tout cas, il y a une chose qu'il faut que tu gardes en tête, c'est qu'on ne peut pas éviter les biais cognitifs. C'est un fonctionnement du cerveau, tu peux pas aller contre le fonctionnement de ton cerveau. Par contre, tu peux essayer de limiter leur impact. Donc d'abord, c'est important de prendre du recul et de considérer les faits de manière la plus objective possible, sans te laisser trop influencer par tes émotions ou tes croyances préexistantes.
Ça peut aussi être utile de discuter avec des personnes extérieures à la situation, extérieures à l'entreprise, pour obtenir un point de vue qui serait différent. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que dès que tu réagis de manière automatique et très rapide, potentiellement on peut être dans un biais cognitif. Donc toujours prendre la distance et prends du temps pour réfléchir à tes décisions. Donc si je peux amener une petite conclusion à ce chapitre biais cognitif, les biais cognitifs, c'est des obstacles qui sont quand même importants à la prise de décision rationnelle. Et en prenant conscience de ces biais et en adoptant des stratégies pour les limiter, on peut essayer de s'assurer que nos décisions sont prises de manière plus éclairée et plus fondée sur des faits. Si on passe maintenant à quelques autres exemples concrets démontrés par l'économie comportementale, on peut parler du comportement des consommateurs. Un consommateur n'achète pas seulement un produit pour ses caractéristiques intrinsèques, c'est-à-dire le prix, la qualité, les fonctionnalités, etc., mais aussi pour les émotions qu'il suscite. Par exemple, une entreprise de cosmétiques va jouer sur les émotions de la consommatrice en lui proposant un produit qui lui donne une image positive d'elle-même, plutôt que de simplement lui vendre un produit qui nettoie la peau. Donc ça, tu peux essayer de jouer justement avec ton univers de marque, avec ta communication, avec ce que tu inspires à tes potentielles clientes pour leur donner des émotions positives qui seront rattachées à tes produits et tes services. Donc tu peux chercher à créer une expérience d'achat positive en soignant le premier contact, en soignant ta présentation, en soignant la livraison de ton produit, le service après-vente, etc. Histoire de créer un événement, un univers à émotions plutôt positives qui feront que les personnes vont peut-être plus prendre la décision d'acheter chez toi plutôt que chez quelqu'un d'autre. Un autre exemple, bien étudié par l'économie comportementale, c'est le prix. Selon l'économie classique, le prix doit être déterminé par la loi de l'offre et de la demande. Mais selon l'économie comportementale, le prix peut également être utilisé comme un signal de qualité. Un produit cher est souvent perçu comme étant de meilleure qualité, même s'il n'y a pas forcément de différence objective avec un produit moins cher. Si on prend l'exemple utilisé dans la vidéo de Dan Ariely dont je t'ai parlé en préambule, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode et que je te recommande chaudement de regarder, si tu proposes plusieurs déclinaisons de ton produit, par exemple une formation sans accompagnement et une formation avec accompagnement, le fait qu'il y ait une différence de prix peu importante entre les deux peut potentiellement amener tes clientes à choisir l'offre la plus chère parce que ça vaut le coup, vu tous les ajouts qu'il y a entre l'offre la moins chère et l'offre la plus chère, peuvent se dire « Ah bah oui, ça vaut vraiment le coup ». Ou alors, tu peux offrir une option factice, à peine moins chère que la plus chère de tes offres, et beaucoup moins avantageuse en termes de contenu, et ça peut pousser tes clientes à choisir l'offre la plus chère alors qu'elles ne l'auraient peut-être pas fait à la base. Un troisième exemple lié à un phénomène bien connu, qui est l'aversion à la perte. Les consommateurs ont tendance à accorder plus d'importance à ce qu'ils risquent de perdre qu'à ce qu'ils pourraient gagner. Et du coup, pour limiter ça, dans tes offres, tu peux proposer des garanties satisfaites ou remboursées ou des périodes d'essai pour rassurer tes clients sur leur investissement. Tout ça, ce sont des exemples qui sont étudiés par l'économie comportementale et qui peuvent t'aider à mieux présenter tes offres et du coup, comme je le disais, peut-être à créer un univers de marque aussi qui est peut-être plus humain, qui suscite des émotions et qui fait que tu arrives à créer un véritable lien avec ton audience et à mieux vendre tes offres. Dans cet épisode, je fais qu'effleurer les thématiques étudiées par l'économie comportementale, mais je pense avoir montré, dans les différents exemples que je t'ai cités, le potentiel que son étude peut avoir. Dans un premier temps, le potentiel pour toi en tant qu'entrepreneuse, et c'est le moment du disclaimer. J'imagine qu'en écoutant ce que je t'ai dit, tu t'es dit que c'était certainement de la manipulation pure et dure, pour que les gens achètent tout et n'importe quoi. C'est pas du tout l'intention que j'ai avec cet épisode et même avec l'étude de l'économie comportementale. Vraiment, je t'invite à rester quand même dans une démarche qui serait éthique. Évidemment, ces recherches peuvent amener des personnes qui n'ont pas d'éthique à abuser
de ces méthodes pour, à leur fin et sans aucun respect de leurs clients, de leurs prospects. C'est vrai qu'avec ces méthodes, on s'expose à de la manipulation, mais ici, le but, c'est de te donner les clés pour que tu puisses optimiser ta communication, histoire de pas t'auto-saboter, et d'utiliser de manière raisonnée et éthique, encore une fois, les conclusions des études d'économie comportementale. De toute façon, soyons clairs, c'est pas des formules magiques qui vont marcher à tous les coups, tout le temps, et on est dans un outil qui va nous aider à comprendre le comportement des clients, des consommateurs. Le deuxième potentiel que l'économie comportementale peut avoir, il est pour toi en tant que consommatrice, justement. La connaissance de cette irrationalité dont tu peux faire preuve dans tes choix, dont tu fais preuve dans tes choix, ça va te permettre de mettre en place des stratégies pour prendre des décisions peut-être plus logiques ou peut-être plus rationnelles. Mais en tout cas, c'est sûr, elles seront plus raisonnées, tes décisions. Et tu seras en mesure de détecter plus facilement les signes de manipulation non éthique auxquels tu seras confronté. Donc vraiment, on a ces deux aspects qui font que, surtout le deuxième fait que moi je m'intéresse énormément à ce sujet, au sujet des manipulations, et je te ferai certainement un épisode sur le livre Influence et manipulation qui est extrêmement intéressant sur le sujet. Et je pars vraiment du principe que connaître ce genre de choses, justement, c'est utile pour hacker les personnes qui essaieraient de te manipuler et justement pour l'utiliser pour toi, encore une fois, de manière raisonnée. Je peux pas te dire jusqu'où il faut que tu ailles dans l'utilisation de l'économie comportementale. Ça, c'est à toi de voir avec toi-même jusqu'où tu es prête à aller. Mais en tout cas, sache que moi, je prône une utilisation éthique du sujet. Et si jamais le sujet t'intéresse, je peux te conseiller quelques ressources. Si tu as regardé la vidéo de Dan Ariely et que tu le trouves vraiment super intéressant, je te conseille la lecture de son livre qui s'appelle « C'est vraiment moi qui décide » et qui est hyper facile à lire et qui te présente plein d'exemples qui ne sont pas présentés dans la vidéo. Donc vraiment, je te conseille son bouquin. J'ai lu que celui-là de lui, mais je pense que tous ses livres sont excellents et super accessibles. En ce moment, je suis en train de lire Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée de Daniel Kahneman, qui explore notre manière de penser, ce qui guide nos choix, ce qui explique pourquoi est-ce qu'on agit souvent contre notre propre intérêt, donc tout ce dont on vient de parler dans l'épisode. Il parle notamment de biais cognitifs, mais pas que. Et par contre, il est un peu moins accessible que l'ouvrage de Dan Ariely, il est beaucoup plus long, mais vraiment, si t'es passionné par ce genre de lecture, je te conseille vivement ce livre. Et j'espère avoir titillé ta curiosité avec l'économie comportementale et surtout de t'avoir donné quelques pistes sur comment réfléchir, ta manière de travailler et ton business. À la semaine prochaine! Eh oui, c'est déjà la fin de l'épisode. Mais je profite de ces quelques secondes pour t'envoyer toute ma gratitude et te dire que si tu souhaites soutenir ce podcast, tu peux, en plus de l'écouter chaque semaine, prendre 2 minutes pour me mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et me dire en commentaire ce que ce podcast t'apporte. Je lis chaque commentaire posté et c'est pour moi un concentré de joie et de motivation, donc par avance, merci pour ta contribution. Si tu es à la recherche des ressources citées dans l'épisode, tu peux les retrouver dans la description. J'ajoute un dernier mot pour te dire que si tu veux me contacter à propos du podcast ou pour me suggérer un sujet à traiter, tu peux m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Là encore, tu trouveras toutes les informations en description. À la semaine prochaine!